Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez aller sur ce site. Il y en a plein, hein, des sites d'anatomie. Il y a un site de mes collègues d'anatomie qui sont fantastiques, qui sont à Montpellier. Vous faites anatomie, vous trouvez ça sur le net. Il y a des images absolument extraordinaires d'imagerie cardiaque. Donc l'échographie va être la technique princeps pour voir les valves, pour voir le cœur en première ligne d'une façon générale, mais particulièrement les valves. Donc il y a une cadence image qui est incroyable. On a des images toutes les 5 millisecondes. La technique n'est absolument pas invasive. On peut rester, apprendre, regarder comme l'anatomie. On peut se la regarder soi-même. Enfin bref, on peut jouer avec tout ça. Donc c'est facile d'accès, c'est pas très cher. C'est opérateur dépendant, c'est expertise dépendant. Celui qui a 20 ans de bouteille, qui fait 10 échos à 15 échos par jour, il en touche un bras. Je peux vous dire que ce type, en 2-3 secondes, il peut vous faire des diagnostics que le jeune, en 1 heure, il ne fera pas. D'accord ? Donc, évidemment, ça s'apprend. Hein, tout s'apprend. Donc, il y a une expertise qui est très importante. Il y a le matériel aussi qui joue, etc. Donc, dès qu'on touche de l'échographie, il y a ce côté, un peu tiroir qu'il faut sortir dans des questions qui sont justement l'expertise, la dépendance du matériel externe. Il faut que ce soit bien entendu ouvert de jour et de nuit. Et il faut avoir le mec expert de jour et de nuit. Et quand vous avez, je vous parlais tout à l'heure de la mitrale qui flambe au milieu de la nuit sur un infarctus inférieur, on l'entend, puis après il faut aller confirmer à l'écho. On fait ce qu'on peut en tant qu'interne. Et après il y a le cador qui arrive au petit matin et qui confirme, voilà, et on envoie le patient en chirurgie, mais de temps en temps il faut aller beaucoup plus vite que ça. Ça arrive. En pratique, on a le temps pour nous, et donc la technique, on fait ça au cabinet du cardiologue. Le cardiologue du cabinet fait énormément de choses avec un bon échographe. Il va dépister des anomalies de ce type, une anomalie valvulaire. Alors comment il le voit ? Il fait une anatomie. C'est-à-dire on fait l'image noir et blanc de l'échographie, et on fait aussi l'anatomie du sang qui circule. Et l'auscultation, ça va être un peu les oreilles du stéthoscope. Et le stéthoscope, c'est l'échographie, c'est le prolongement de tout ça aujourd'hui. C'est un peu ça la philosophie. Et de plus en plus, pour vous, ce sera le prolongement tout court, hein, de ça, cette taille-là, où on met un iPhone ou un truc comme ça, c'est le futur échographe de demain. C'est la taille du futur échographe de demain. D'accord ? Si je suis riche, j'ai un PC, j'emprunte le PC de mon malade, et puis j'ai ma sonde d'échographie, un appareil sophistiqué, boum, ma qualité image sur l'iPhone est déjà très correcte, à peu près. Et puis si j'ai un PC qui est derrière un peu boosté, je connecte dessus, j'ai l'image qui est de bien meilleure qualité. Et donc ça coûte pas grand-chose. Alors c'est des millions de dollars d'investissement de la part de 2 sociétés, mais dans les 10 ans, ça va venir. Ça va être vraiment une échographie, 2 iPhones qui se plient, pouf pouf, et vous avez un échographe. Vous voyez ? Donc on pourra faire la palpouille du ventre bien gras du malade où on doit détecter une tumeur hépatique ou une vésicule malade. À un moment, il faut arrêter. Il faudra quand même qu'on passe avec ce genre de choses. Parce qu'on sait que l'échographie, même avec des appareils pas chers, fabriqués en Chine ou je ne sais pas quoi, on aura quand même forcément une meilleure qualité que la main dont nous avons inventé les mérites des anciens chirurgiens. À un moment, il faut quand même rentrer dans le monde actif. Et ça pose problème. Le temps que ça va arriver, que ça rentre dans les mœurs, qu'on forme tout le monde, etc., c'est un problème. Mais l'échographie de demain, ce sera ça. Première ligne des appareils pas chers, bon marché. Après, évidemment, des secondes lignes avec des mains d'experts qui guident l'échographie. Ce sera des échographies plus chères. Et après, des techniques d'imagerie plus sophistiquées. Pour l'imagerie cardiaque, ce sera le scanner, la résonance magnétique et éventuellement la médecine nucléaire que j'oublie pas. Donc je reviens à mon mouton de mitral. Ici, vous avez des hautes vitesses. Vous voyez directement l'anatomie des très hautes vitesses. Et en fonction de la taille du jet, donc là on rentre dans de la spécialité, qui n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Je vous mets un petit peu simplement un peu d'ambiance. Donc là c'est simplement, on regarde des hautes vitesses. On va regarder la taille du jet en profondeur, la taille du jet à l'origine. Et en fonction de ça, on va quantifier l'importance de l'insuffisance mitrale. Parce qu'une insuffisance mitrale peut être banale, hein, vous avez 5% de la population qui a une petite insuffisance mitrale, vous avez des petits prolapsus, de temps en temps c'est très très fréquent,
mais avec une petite fuite mitrale qui s'entend à l'oreille, mais sans conséquence pour le ventricule gauche. Et à l'inverse, si vous avez une fuite mitrale qui est beaucoup plus importante, donc elle va être l'objet, donc on peut la quantifier directement à l'échographie, avec des critères, par exemple ici, on voit ce jet en jet de vapeur, vous avez le systolique, et on va mesurer une pente de décroissance d'un flux systolique, et ça va nous indiquer, diastolique, ça va nous indiquer une augmentation de la pression en diastole du ventricule gauche vers une mauvaise tolérance. Grosso modo, si vous avez une douche importante, la fuite mitrale, c'est un excès de volume. C'est pour schématiser, quand le cœur, je vais vous prendre l'exemple dans 2 secondes de l'obstacle. L'obstacle, c'est la valve aortique qui est resserrée. Quand vous poussez, chut, un peu de silence s'il vous plaît, parce que le micro déjà ne marche pas, mais en plus ma voix ne part pas très bien. Donc l'obstacle aortique, vous avez un rétrécissement aortique, vous avez une pompe, le modèle du cœur qu'il faut prendre pour bien comprendre beaucoup de choses, c'est le modèle de la pompe à vélo. Je m'explique. Si vous avez une pompe à vélo, vous voyez le mouvement cardiaque. Si vous voyez que le mouvement cardiaque, vous ne vous rendez pas compte de l'énergie dépensée par le cœur, parce que vous ne connaissez pas l'obstacle. Par contre, si on connaît bien l'obstacle, derrière, on s'en rend mieux compte que pour un mouvement donné, la force du cœur est importante. Donc si vous avez un rétrécissement de la valve, le cœur en amont va s'hypertrophier. D'accord ? Vous allez avoir une hypertrophie ventriculaire. A l'inverse, si vous avez un excès de volume, c'est-à-dire à chaque fois que vous tirez sur votre pompe, vous avez de l'air qui rentre dans la pompe d'un côté, mais de l'air qui rentre de l'autre côté, vous avez un excès de volume qui rentre dans la pompe. C'est le modèle de l'insuffisance mitrale, c'est une surcharge en volume. À ce moment-là, le cœur va s'hypertrophier, c'est-à-dire qu'il va grossir, il va augmenter sa masse, mais il va surtout se dilater. D'accord ? Donc l'objectif de l'imagerie dans la pathologie valvulaire, ça va être non seulement de voir l'anomalie valvulaire directement ou indirectement par les mécaniques de fluide que l'on applique modestement sur notre image du sang qui circule, mais voir aussi les conséquences de l'anomalie valvulaire sur le muscle cardiaque. Et par exemple, une insuffisance mitrale, on va opérer une insuffisance mitrale que si la fuite est importante et s'il existe déjà un retentissement ventriculaire. Parce que si on l'opère trop tôt, l'individu, même si on sait que sa fuite est importante, si on l'opère trop tôt avant les dégâts ventriculaires, à 40 ans par exemple, on sait que la durée d'une vie d'une valve que l'on va mettre, elle va durer 10, 15 ans, mais pas plus. Donc on va devoir le réopérer à l'âge de 55 ans. Donc il vaut peut-être mieux se dire, peut-être que je vais le laisser tranquillement mûrir un tout petit peu, puis dès que le ventricule commence à être un petit peu atteint, à ce moment-là, paf, je l'opère. Donc le raisonnement, il va se faire, là je vous donne juste les recettes du raisonnement que l'on va avoir, où l'imagerie va jouer un rôle majeur dans l'affaire. C'est-à-dire, on voit directement l'anomalie valvulaire, d'accord, et on la quantifie, et on regarde les conséquences sur justement la dilatation d'une cavité ou d'une autre, de l'oreillette gauche, du ventricule gauche. Dans la fuite mitrale, vous avez le ventricule gauche qui est dilaté, mais l'oreillette gauche qui est derrière, qui a la force de se prendre des jets du surcharge volumique, va se dilater aussi. Et on va prendre la décision chirurgicale ou non de réparation chirurgicale en fonction de l'ensemble de ces phénomènes. Pour dire que pour apprécier cette fonction ventriculaire gauche ou droite et le retentissement sur les cavités cardiaques, on va s'aider d'une anatomie fonctionnelle cardiaque qui est essentielle. Donc on a des coupes qu'on pratique tous, les uns les autres, qui pratiquons l'imagerie cardiaque. C'est-à-dire, je vous rappelle, pour l'imagerie cardiaque, il y a l'échographie qui est en première ligne, le scanner, la résonance magnétique, qui sont des méthodes qui émergent dans le domaine de la cardiologie, mais qui vont prendre une place prépondérante, et de plus en plus, vous verrez ces deux techniques qui vont s'imposer dans ce domaine. Et puis vous avez aussi la scintigraphie cardiaque, qui a de très beaux restes, notamment dans les cardiopathies ischémiques, donc qui est essentiel dans l'étude des cardiopathies ischémiques. Et j'allais oublier le cathétérisme qui peut faire de l'angiographie directement des cavités, mais cette technique est un peu plus invasive. On est obligé de mettre une sonde dans le cœur, de prendre les pressions, d'injecter du produit contraste directement dans le cœur. Donc elle est de plus en plus abandonnée au profit de ces méthodes qui sont beaucoup moins agressives et non invasives. Quelles que soient les méthodes d'imagerie en coupe, scanner, IRM, échographie, on va pratiquer le même langage parce qu'on va reproduire les mêmes coupes anatomiques.
Donc on va faire par exemple des coupes petit axe. Donc sur le ballon de rugby, on va prendre mon casque, eh bien ça c'est le grand axe, c'est la moitié du ballon de rugby. Le grand axe, ça va être des coupes comme ça. On va faire 2 cavités, ventricule gauche devant, oreillette gauche derrière. Si je coupe comme ça, ça va être des coupes dites 4 cavités. Je vais voir les 4 cavités cardiaques. Et si je coupe en petit axe comme ça en rondelle, je vais avoir des coupes dites petit axe. Et je vais reconnaître une rondelle ventriculaire gauche. Donc qu'est-ce que ça donne ici? Vous avez des coupes 4 cavités. Je devine, alors les signés ne marchent pas, j'en suis désolé. Vous avez le ventricule gauche, l'oreillette gauche, le ventricule droit, oreillette droite. Donc 4 cavités. Ici, 3 cavités, je passe un tout petit peu. Ici, 2 cavités, ventricule gauche en avant et oreillette gauche derrière. D'accord? Ici, je suis en scanner, exactement la même chose. J'ai des coupes axiales, mais je peux reconstruire dans cette direction-là. Ici, sur le ventricule droit, je vais avoir le ventricule droit en avant, l'oreillette droite derrière, ventricule droit, oreillette droite. Et ici, ventricule gauche, oreillette gauche, ventricule gauche, oreillette gauche. Ici, 4 cavités, 2 cavités, petit axe. Ici, sur la coupe petit axe, ça ressemble à un pneu. Le ventricule gauche a une forme de pneu et on reconnaît ici le pilier, les 2 piliers dont je vous parlais tout à l'heure, les 2 parachutistes. Pilier antérolatéral, inférolatéral, parce que les 2 piliers s'accrochent sur la paroi latérale. Donc elles portent le nom forcément de latéral. Antérieur, c'est celui qui est au-dessus, et inférieur, c'est celui qui est en dessous. Donc sur la coupe petit axe, c'est très simple de reconnaître les 2 piliers. Coupe pilier antérolatéral et inférolatéral. Ça veut dire que ça, c'est la paroi latérale. Ça, c'est la paroi antérieure. Le septum sépare les 2 cavités et la paroi inférieure. En scanner, c'était de l'IRM, je suis passé en scanner. En scanner, je fais tchouk, 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 comme le boucher, hein, si vous voulez pouf, 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 vous demandez, vous faites, si vous voulez réviser l'anatomie, vous achetez un petit cœur d'agneau, vous faites la leçon d'anatomie, puis après vous le mangez, c'est très bon. Donc vous regardez ça, et vous avez tout ce que je viens de vous raconter, tout ça c'est parfaitement, c'est dissection bon marché. Vous avez l'appareil valvulaire mitral, vous demandez de garder la pièce en entier, vous faites votre propre dissection, vous en avez pour une demi-heure, et vous révisez ça, tout ce que je viens de vous dire, avec une anatomie qui est très simple. Vous pouvez reproduire les coupes de cavités, 4 cavités, petit axe, en fonction de votre orientation de la coupe et de votre couteau, en l'occurrence, j'allais dire bistouri.